la réputation de difficulté du chinois est une réputation absurde. Le chinois est une langue facile, et pas du tout une langue difficile. Est-ce qu'on dit ou aini? Oui. est complètement étranger au français. Feng Shui et toute une série de très vieilles traditions. Sa manière d'écrire les caractères, comme dit Chiquest. Chers téléspectateurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Nanjing. Nous recevons M. Claude Agege, célèbre linguiste français, polyglotte, professeur au Collège de France. J'ignore combien de langues il parle, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il défend la diversité des langues. Né à Carthage en Tunisie en 1936, Claude Agege est linguiste et professeur au Collège de France. Passionné depuis l'enfance par les langues et ancien élève de l'École nationale des langues orientales, Claude Agege pratique un grand nombre de langues à tradition orale. Il possède en outre une parfaite maîtrise de toutes les grandes langues internationales. Il est aussi l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, notamment L'homme de parole, Combat pour le français, Dictionnaire amoureux des langues et Contre la pensée unique. Bonjour, Monsieur Claude Agege, bienvenue parmi nous. Merci. La première question, pour la plupart des téléspectateurs qui nous regardent, le métier de linguiste paraît éloigné de notre vie courante. On imagine des personnes qui consacrent leur temps à analyser la grammaire et l'étymologie. Quelle est votre définition de ce métier? Alors d'abord, je suis un linguiste de terrain, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps chaque année à me rendre sur le terrain et à étudier des langues qui sont considérées comme menacées d'extinction. Ces langues sont en voie de disparition pour beaucoup de raisons, essentiellement la pression exercée par les grandes langues de diffusion mondiale, avant tout l'anglais, contre lequel je lutte parce qu'il est un redoutable adversaire de la diversité des langues, mais aussi malheureusement d'autres langues à diffusion mondiale comme le français, comme l'espagnol. Et les langues que j'étudie sur le terrain sont donc des langues qui essayent de survivre contre la pression de ces grandes langues. Donc vous voulez dire qu'un des travaux importants d'un linguiste, c'est d'aller sur le terrain pour étudier les langues? Un des travaux importants d'un linguiste de terrain, mais beaucoup de linguistes ne sont pas du tout des linguistes de terrain. Par exemple, à ce congrès même, je crois que je suis le seul linguiste de terrain. Les autres linguistes qui font partie, ce sont mes collègues et mes amis, ne font pas de terrain. Mais l'intérêt, la passion que vous avez apportée pour la langue, c'est quelque chose qui vous est venu après ou quand vous êtes né, vous êtes comme ça. Et comment vous avez choisi le métier de linguiste? J'ai choisi le métier de linguiste parce que j'étais depuis l'enfance fasciné par la diversité des langues. Sur le plan de la continuité entre la vocation et la profession, je suis un homme heureux. Si un homme ou une femme heureuse ou heureux, c'est quelqu'un qui fait comme métier quelque chose dont il ou elle a rêvé depuis l'enfance, alors ça s'applique très bien à moi. J'ai toujours rêvé, non pas d'être linguiste parce que je ne connaissais même pas la notion, et encore moins le mot lui-même, mais de m'occuper des langues, puisque quand j'étais enfant, je faisais un travail de linguiste, je passais mon temps, quand j'étais un petit enfant, à aller dire aux gens comment tu dis ça dans ta langue, comment tu dis ça dans ta langue, comment tu dis ça dans ta langue. Je demandais aux gens, et Carthage et Tunis, où mes parents habitaient, étaient des villes très très cosmopolites. L'italien est une de mes langues maternelles, parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens. Je parle l'italien comme le français. Mais quand j'étais enfant, je le parlais déjà, mais je ne connaissais pas tout. Et je demandais aux Italiens, come dice questo, come si dice? Dimmi, vorrei sapere come si dice questa parola, questa cosa, come si dice? Comment on dit cette chose, comment se dit ce mot? Et je faisais la même chose avec les Arabes. كيفاش تقول هذا؟ فسر لي. نحب نعلم لغتك. Il y a des auditeurs arabophones, je pense, de ça, ils seront intéressés par le fait que je cite de l'arabe. Je cite de l'arabe dialectal en ce moment, mais pas de l'arabe littéraire. Je n'interrogeais jamais les gens en arabe littéraire. D'abord, je ne le connaissais pas. Ensuite, les gens ne parlent pas l'arabe littéraire. Ils parlent en arabe dialectal. Aujourd'hui, vous parlez de nombreuses langues et vous refusez toujours d'en faire le décompte. Et je voudrais parce que je ne connais pas, je n'ai jamais compté mes langues parce que je ne sais pas leur nombre. Par exemple, vous allez apprendre par exemple le chinois et vous apprenez à parler le chinois ou vous apprenez encore à l'écrire. Comment vous allez décider
quelle étape vous allez faire pour telle ou telle langue? Le chinois ne faisait pas partie de mon milieu naturel natal. Le thaï, le vietnamien que j'ai appris par la suite, le birman, le japonais, le coréen non plus. Donc à un certain moment, j'ai souhaité apprendre les langues de l'Orient, de l'extrême-orient, Tongya et Tongnanya, excusez-moi, pour pouvoir découvrir d'autres cultures. Et c'est comme ça que... En quelle année? Quelle époque à peu près? À ce moment-là, j'étais élève d'une grande école, ça s'appelle l'école normale supérieure. On l'appelle Normal Sup. J'étais normalien, et comme normalien, je préparais l'agrégation de lettres et une autre agrégation aussi de philosophie. J'ai 2 agrégations. Et j'avais très peu de temps, mais j'allais à l'école de langues orientales. Et cette école, et j'étais donc élève de cette école, et quand j'allais dans les cours, je voyais tellement de langues que je voulais aller partout. Plusieurs fois, il y avait des étudiantes qui étaient très jolies, ils m'intéressaient, et il m'est arrivé d'aller dans des cours parce qu'une fille me plaisait. Mais la preuve de mon amour de ces langues, c'est que la 2e année, en première année, donc il y avait beaucoup de gens, dont ces jolies filles. La 2e année, très souvent, ces filles partaient, elles étaient venues une année comme ça par intérêt, mais pas par intérêt passionné, et moi je restais. C'est-à-dire que mon amour des langues était plus fort que l'attirance pour des jolis visages ou des jolis corps, et c'est comme ça que je suis resté à de très nombreux cours de langues de toutes sortes. Et donc l'apprentissage du chinois est en raison d'une jolie fille chinoise? Non, pour le chinois ça n'était pas l'attirance pour une jolie chinoise, il y avait des très jolies chinoises évidemment. C'était pas pour ça, c'était vraiment la raison que je vous ai dite, le désir de découvrir une culture et une langue complètement exotiques par rapport à mon milieu natal. Effectivement, en France, il existe l'expression « c'est du chinois ». Et on dit aussi c'est de l'hébreu. Le célèbre chanteur français Serge Gainsbourg avait une chanson qui chante « Les femmes, c'est du chinois, le comprenez-vous, moi pas ». Quel regard portez-vous sur ce genre de comparaison? Un regard double. En tant que Français et appartenant à cette culture française et considérant Gainsbourg comme un homme de génie, je ne peux rien dire contre ça. Il reflète des préjugés généraux des Français et il les resserre dans ses chansons, donc ça ne me dérange pas. En tant que chercheur, je trouve cette attitude totalement ridicule, inacceptable. Et elle est fondée sur le fait qu'une culture exotique, souvent éloignée géographiquement, et donc culturellement pour des raisons de métaphore, de la géographie, éloignée de la culture, eh bien, doit être étudiée avec intérêt et même avec amour. Et donc je considère que Gainsbourg a tort, homme de génie, donc épouse et reflète des préjugés absolus de la pensée française et d'ailleurs occidentale. Et je pense d'autant plus cela que je peux, ayant un très vaste ensemble de comparaisons, dire que la réputation de difficulté du chinois, qui est la raison pour laquelle on emploie cette expression comme métaphore de la difficulté, est une réputation absurde. Le chinois est une langue facile et pas du tout une langue difficile. Quand on dit qu'une langue est difficile, on peut le dire phonétiquement, grammaticalement, sémantiquement, par la richesse du vocabulaire. Ainsi, l'anglais, qui a la réputation d'une langue facile, est une langue très difficile pour n'importe quel linguiste. Pour les gens du commun qui ne réfléchissent à rien, l'anglais apparaît facile parce qu'on peut dire n'importe quelle sottise en anglais dès les premiers jours. L'anglais est une langue très difficile. Phonétiquement, tout le monde le reconnaît, la prononciation de l'anglais est très complexe. Et sur le plan de la morphologie, en particulier, malgré l'absence de flexion, le fait qu'on n'a pas de déclinaison nominale et de conjugaison verbale, sont une des raisons qui font attribuer à l'anglais une facilité, mais la morphologie n'est pas seulement faite de flexion, de déclinaison, comme en latin, en grec ancien, en sanskrit, en russe, en allemand, dans toutes les langues indo-européennes, pas toute une partie dans européenne. La complexité d'une morphologie, c'est aussi la complexité des structures des expressions. Et l'anglais, sur ce plan, a un grand nombre de ce qu'on appelle des phrasal verbs. Et phrasal verbs, par exemple, to do someone in, to do in veut dire tuer. On ne peut jamais deviner. Ouais. Et pour le chinois, je dirais que tout dépend du domaine. Du point de vue morphologique, le chinois, où les mots sont monosyllabiques et ne changent jamais de forme, est une langue très facile. On n'a aucun besoin d'apprendre une morphologie. Il n'y a pas de déclinaison, il n'y a pas de conjugaison. Bon. Il n'y a pas de passé, il y a un là
Il n'y a pas de futur, il n'y a rien, il n'y a pas de présent, ou cheng zai. Mais bon, le chinois n'a rien qui permet de dire qu'on a une morphologie verbale complexe comme dans beaucoup de langues européennes. Mais le chinois est très difficile par d'autres domaines. D'abord, il y a les tons. Ensuite, il y a une très grande composition, très complexe. Les verbes résultatifs sont une difficulté du chinois. Par exemple, cai pu dao, gan pu shang. Le fait d'avoir des sens variables avec de et pou, selon le complément de résultat qui vient en dernier, donne au chinois une morphologie complexe. Pourtant, le chinois a très peu de dérivations, presque rien, et il a une large composition. Donc, ce qui m'intéressait dans le chinois, c'était sa culture, c'était l'écriture notamment, qui est un autre problème de la difficulté. Pourquoi je ne l'ai pas cité spontanément? Maintenant, je le cite parce que l'écriture n'appartient pas à la langue. L'écriture est considérée par les linguistes professionnels, comme moi-même, comme quelque chose d'entièrement extérieur. L'extériorité de l'écriture est une caractéristique fondamentale des langues. Combien de temps en général avez-vous besoin pour apprendre une langue? Ça dépend des langues. Et il y a des langues difficiles pour vous? Oui, certainement. J'ai mis beaucoup plus de temps. Les langues les plus difficiles pour moi, que je connais bien, que j'apprends depuis l'enfance et que je connais, dans lesquelles je fais très facilement les exposés, sont toutes les deux des langues difficiles, c'est l'arabe et le russe. Et l'arabe et le russe, qui ont tous les deux une énorme morphologie, sont des langues beaucoup plus difficiles que le chinois, mais évidemment, elles n'ont pas de ton, comme le chinois. Le russe a une écriture cyrillique très intéressante, mais qui n'est pas une cause de difficulté. Beaucoup de gens disent que c'est difficile, mais pas pour moi. L'arabe a un problème différent. L'arabe écrit de droite à gauche. Oui. Comme l'hébreu, et l'écriture arabe, un livre arabe commence par ce qui pour nous est la fin, et ce qui pour nous le début et la fin du livre, donc évidemment c'est une autre façon d'écrire. Elle ne soit partie en France. Profitant de sa venue à Nanjing, où il participait à un colloque, nous avons eu le plaisir d'interroger Claude Agege. De fait, les liens privilégiés qui unissent Claude Agege à la Chine remontent au dernier siècle, durant les années 60. En 1967, Claude Agege a obtenu son diplôme de chinois de l'École nationale des langues orientales, puis sa licence à Paris 3 en 1969. L'été de cette même année, il s'était également rendu à Beijing afin de réaliser une enquête sur le chinois du Nord. Claude Agege défend fermement la diversité des langues. Dans son dernier ouvrage, il pourfend l'anglais, qu'il considère comme un vecteur de la pensée unique. Suivant la même logique, et afin de protéger l'intégrité de la langue chinoise, le gouvernement chinois a instauré une règle bannissant l'usage des abréviations en anglais à la télévision. Vous avez débattu la nécessité ou pas de savoir écrire une langue pour bien la parler déjà dans les années 80 avec Raymond Devos. Oui, c'était déjà mon cas. Et pourquoi pensez-vous que l'écriture chinoise est une nécessité pour vous? L'écriture chinoise, bien qu'elle ne soit pas plus consubstantielle de la langue que n'importe quelle autre écriture, est un domaine dans lequel s'inscrit, dans lequel s'investit un nombre énorme de phénomènes culturels de la Chine traditionnelle, de la Chine historique, et ça pour moi c'est capital. Je dirais même que c'est probablement unique au monde. L'écriture chinoise est, à ma connaissance, puisque nous n'avons plus d'écriture hiéroglyphique ni de l'Égypte ni de Sumer, la seule écriture dans le monde qui est restée largement non phonétique. Le fait qu'on ne puisse pas connaître, sauf par des indications très vagues de certaines parties des caractères, la prononciation exacte des mots est une caractéristique tout à fait archaïque. Le chinois est la seule langue actuelle qui a encore ça. Autrefois, c'était assez répandu, puisque je répète que les hiéroglyphes et les hiéroglyphes aussi bien égyptiens que sumériens avaient cette caractéristique. Mais ils ont disparu depuis plusieurs milliers d'années, alors que le chinois est toujours là. Donc c'est évidemment une écriture tout à fait fascinante. Vous dites souvent que la langue est un vecteur de culture. Donc qu'est-ce que la langue chinoise ou bien l'écriture chinoise apporte en elle comme culture? Elle apporte une très grande connaissance de la nature, des éléments fondamentaux de la nature, la présence de l'eau, du feu, de la main, des arbres, enfin tout ce qu'on appelle les clés quand on apprend l'écriture chinoise, la présence d'un très grand nombre de
clé sémantique qui ne donne aucune idée de la prononciation, mais qui donne une idée du contenu sémantique, indique une relation très très ancienne des Chinois avec les éléments. Quand on étudie la relation entre les empereurs chinois et le paysage, quand on étudie Feng Shui et toute une série de très vieilles traditions, la relation avec le vent et l'eau, parce que j'ai cité Feng Shui, avec l'orientation des maisons, des villages, des villes, des palais royaux et palais impériaux en fonction de ce qui est le plus favorable d'après l'orientation du ciel, la relation de l'empire chinois avec le ciel, et quand on étudie aussi quelque chose de très frappant, c'est-à-dire la relation avec la vieille culture chinoise chez ceux qui ont le plus voulu la révolutionner, on ne peut pas ne pas être extrêmement frappé et troublé par cette contradiction. Par exemple, je fais partie des gens, contrairement à beaucoup de Chinois qui ont complètement oublié Mao Tse-tung, ce qui me frappe le plus chez lui, c'est qu'il avait une très vieille culture mandarinale, il était un extraordinaire calligraphe, et sa manière d'écrire les caractères, qui était complètement traditionnelle, était en contradiction absolue avec son désir de, ce qu'il a fait d'ailleurs, de fonder une toute nouvelle société. En évoquant la culture traditionnelle chinoise, je pense aussi à la culture traditionnelle française. En analysant les deux langues, le chinois et le français, quelle différence tirez-vous de ces deux cultures? L'idée de les comparer ne m'est pas venue naturellement, pas spontanément, parce que les histoires, les contextes historiques sont radicalement différents. Je dirais que une certaine forme d'attachement de la France traditionnelle à la clarté logique des exposés, à l'exposé rhétorique d'origine latine et grecque, est une caractéristique que la littérature française a cultivée, et cela ne correspond pas du tout à la littérature chinoise qui a cultivé beaucoup plus la poésie, c'est-à-dire la relation avec les éléments, avec la nature, avec le vent, avec l'eau, comme l'écriture chinoise. L'écriture chinoise et la poésie chinoise, qui sont souvent liées, puisque les peintres et les poètes chinois représentent des caractères comme des représentations de la nature, et Mao Tse-tung, comme tous les calligraphes le faisaient lui aussi, bien sûr, sont quelque chose qui est assez étranger à l'esprit français. Et nous n'avons pas finalement, dans la poésie française, d'explosion affective très très forte de la relation entre l'homme et la nature. Nous avons l'expression de l'amour, évidemment, comme dans n'importe quelle poésie, mais je dirais presque qu'il a fallu attendre Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, c'est-à-dire la deuxième moitié du XIXe siècle, pour avoir véritablement, ou Nerval, une explosion poétique très forte. Jusque-là, ce qu'on a, c'est une poésie assez dictée par les exigences de l'esprit, plus que par un rapport avec la nature. Sur ce plan, la poésie et en général la littérature, et encore plus généralement la culture chinoise et la culture française, sont assez différentes. Justement, vous avez évoqué l'amour, c'est un thème qui vous intéresse, il me semble, particulièrement parce que dans votre livre, la dictionnaire amoureux des langues, vous avez consacré de nombreuses pages sur ce thème. Et en comparant l'expression de l'amour en langue française et en langue chinoise, avez-vous remarqué des différences ou des commentaires intéressants sur ce sujet? Non, pas pour l'expression de l'amour. Le chinois et le français, sur ce plan, se ressemblent assez. Est-ce qu'on dit Wu-ai-ni? Oui. Bon, Wu-ai-ni n'est pas une structure radicalement différente de la structure française. Le chinois et le français se différencient sur beaucoup d'autres plans, mais pas tellement pour l'expression de l'amour. En général, l'expression de l'amour est d'une extraordinaire variété dans laquelle on voit la relation entre les amoureux ou les présumés amoureux entrer dans toutes sortes de figurations ou de métaphores ou même de jeux théâtraux. Le basque dit maite shaitut, c'est-à-dire amour, je te fais. Qui ne veut pas dire je te fais l'amour, mais ça veut dire amour, je fais par rapport à toi. Et donc c'est une expression complètement différente en France même, puisque le Pays basque se trouve en partie en France, en partie en Espagne,
de la relation amoureuse. En géorgien, on a aussi une expression très particulière. Les expressions de l'amour me paraissent très révélatrices de la différence entre les cultures, mais dans le cas du chinois, le chinois, sur ce plan particulier, ne se distingue pas fondamentalement du français. Mais vous avez dit que sur bien d'autres plans, il y a des distinctions plus remarquées. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples? Les classificateurs sont complètement étrangers à la pensée française. 这本书很有意思. 这本书很有意思 est complètement étranger au français. Pourquoi? Si on veut traduire en français, on va avoir une traduction complètement ridicule, littérale, qui sera ce objet obtenu avec des végétaux qu'on enroule et pour faire un rouleau de livres, livre, trait, il a de l'intérêt. Cette structure est complètement étrangère à la structure française. Mais pensez-vous que les classificateurs ressemblent à des notions genre féminin, genre masculin en français qui est complètement étrange au chinois? On peut considérer la différenciation du genre en français comme en italien, comme en espagnol, comme en allemand, comme en russe, dans beaucoup d'autres langues qui ont un genre grammatical comme une forme de classification, mais cette forme s'est complètement estompée. Pourquoi? Parce que le français dit le soleil et la lune, l'allemand dit die Sonne et der Mond, c'est-à-dire le soleil est féminin en allemand, masculin en français, et le genre grammatical, s'il a été à l'origine probablement un genre sexuel, est ensuite devenu tellement démotivé, tellement restructuré comme élément de la grammaire que le genre sexuel, qui est le genre vivant, qui est le genre de la relation immédiate avec le monde, de la nature, est à peu près complètement estompé, oblitéré par l'évolution. Cependant, il y a un phénomène très étonnant. Je ne sais pas si c'est l'importance de la pression du chinois, mais aujourd'hui en français moderne, les gens, mes propres étudiants, disent par exemple un espèce de livre. Et ce un se relie avec livre. Autrement dit, il passe à travers le mot espèce qui est féminin, et cette façon de passer au-dessus de espèce et d'accorder en genre masculin le démonstratif ce avec le mot livre qui est masculin ressemble beaucoup à pen. On a l'impression que le phénomène qui se passe est comparable à ce qui se passe en chinois où le livre ne tient aucun compte du classificateur espèce et s'accorde avec son démonstratif exactement comme chei shu ne peut pas se dire mais chei pen shu, chei n'a rien à voir avec pen, chei est en relation avec shu seulement, pas avec pen. Et c'est à peu près le même phénomène qu'on a en français oral, contemporain. Donc sur ce plan, on peut dire qu'il y a peut-être, sinon une influence, je ne crois pas, en tout cas une relation. En fait, en Chine, la Chine a avancé une série de mesures aussi pour protéger la pureté des mandarins en interdisant par exemple des abréviations anglaises dans les journaux télévisés. Pensez-vous que l'État a un rôle à jouer dans cette défense de la diversité? Sans aucun doute. Quel rôle doit-il jouer? Un rôle capital, bien sûr. Merci de la question, c'est une très bonne question. L'État a un rôle essentiel à jouer, et ce rôle, c'est un rôle non pas de purisme, non pas de préservation, mais de promotion de la langue nationale. Et cette promotion, elle se fait par l'enseignement, par la publicité, par la presse, par les médias, par la radio, la télévision, et donc je pense que l'État a un rôle essentiel à jouer, en particulier contre l'invasion d'une langue étrangère qui se diffuse partout et qui menace la diversité des langues. On a besoin de l'aide du gouvernement ou du pouvoir politique, car c'est lui qui a les moyens de pression les plus forts. Donc l'État a sans aucun doute un rôle à jouer dans tous les pays du monde. Pensez-vous que si une langue a besoin de protection, a besoin de promotion, ça montre... Pas de protection, de promotion. De promotion, ça montre une faiblesse de cette langue? Je ne pense pas que ça montre une faiblesse de cette langue, ça montre plutôt une très grande force redoutable et une très grande pression exercée par la langue adverse qui a des moyens énormes pour cela. Les moyens de l'anglais, puisque c'est l'anglais essentiellement qui est ici en question, sont de moyens énormes, puisqu'ils passent par la puissance économique et politique et militaire, ils passent par l'interventionnisme permanent dans les économies, et ils passent aussi par la force des médias anglophones, répandus dans le monde entier. La manière la meilleure de résister ou de promouvoir. Il s'agit moins de se battre contre que de promouvoir un autre choix, quelque chose d'autre. Les autres langues, face à cette pression de l'anglais, ce sont précisément les radios et les télévisions et
le gouvernement chinois fait la même chose pour le chinois, puisqu'il construit des Kongsi-Xueyuan dans le monde entier, Institut Confucius, pour répandre le chinois. Et même, le gouvernement chinois, j'ai remarqué, n'a aucun complexe, aucune gêne devant la partie la plus difficile du chinois, qui pour un linguiste professionnel est complètement extérieur à la langue, mais qui fait partie de l'apprentissage, à savoir les caractères. On apprend les caractères dès la première année, j'ai remarqué, et non pas en deuxième année. Pour ceux qui veulent apprendre le chinois, pensez-vous que l'apprentissage des caractères est indispensable? Sans aucun doute. Mais je pense aussi que c'est un obstacle. Actuellement, une des raisons qui devrait convaincre les étrangers apprenant le chinois, l'écriture chinoise, de l'apprendre, c'est qu'on peut leur dire, si vous vous plaignez de la difficulté de l'écriture chinoise, qu'est-ce que vous diriez si les caractères n'avaient pas été simplifiés? Parce que, avant la simplification, les caractères chinois étaient encore beaucoup plus compliqués. L'écriture chinoise a une caractéristique extraordinaire, c'est que, du fait de l'énorme pression culturelle de la Chine sur tous les voisins pendant des siècles et des siècles, du fait de l'énorme importance culturelle exercée par la Chine sur ses voisins, les gens qui ont emprunté les caractères chinois, essentiellement japonais, coréens qui les ont supprimés, vietnamiens qui les ont aussi supprimés en 1666, en tout cas aujourd'hui les japonais seuls, sont ceux qui ont conservé l'écriture chinoise traditionnelle, alors qu'en Chine, l'écriture d'origine a disparu, ou en tout cas, elle est moins utilisée. Autrement dit, on a une contradiction, il faut chercher l'usage quotidien des caractères chinois d'origine ailleurs qu'en Chine, ce qui est une situation extraordinaire. Et j'ai entendu dire que vous êtes particulièrement fier de votre nom chinois. Je suis très fier de mon nom chinois. Pourquoi? La raison de ma fierté d'avoir un nom chinois, c'est qu'il m'a été donné par un très grand linguiste chinois d'autrefois, que j'ai été voir quand j'étais un très vieil homme, en Californie, à San Francisco, enfin à Berkeley, où il enseignait, ou à Stanford, je ne sais plus. Je faisais du chinois déjà, mais je parlais mal, mais je parlais un peu. Et il m'a dit, vous irez très vite, vous êtes très doué, vous irez très vite, et donc vous devez devenir un grand savant chinois. Je vais donc vous donner votre nom chinois. C'est lui qui m'a donné. Oui. Et comme il a vu que j'étais un homme passionné, il m'a appelé Hai Ran Zhe. Hai Ran Zhe. Ici, le Zhan est un Futsi de Tsewei, c'est-à-dire un suffixe adverbial qui veut dire comme, oui, en chinois traditionnel. Et donc, ça veut dire chaud comme l'océan. C'est-à-dire ayant une passion, une chaleur de passion pour les langues, pour la culture, pour la beauté des langues et de la culture humaine qui s'investit dans ces langues, comparable à celle des mers les plus chaudes. Il pensait sans doute au Pacifique Sud, qui est une mer chaude. Et donc mon nom veut dire chaud comme l'océan. Et si j'en suis très fier, c'est parce que les noms chinois, quand un étranger, un sinologue, un savant qui connaît bien la Chine, qui connaît bien le chinois, mieux que moi qui connais très mal le chinois, mais quelqu'un qui a une véritable connaissance du chinois, finit par devenir célèbre parmi les savants chinois, on lui donne toujours un nom chinois. Oui. Mais j'ai remarqué, la plupart des noms chinois qu'on lui donne n'ont aucun sens. Ce sont des noms phonétiques. Oui. C'est-à-dire, on lui donne des noms en rapport avec son nom. Par exemple, j'ai un ami français qui connaît bien le chinois, il est linguiste, il s'appelle Redouane Jamouri, on l'a donné comme nom Redouane, qui n'a aucun sens. L'extrémité chaude. Oui, enfin bon. Tandis que moi, Chao Yuanzhen m'a donné un nom qui a un sens. Je suis le professeur Hai. Je vous remercie beaucoup de votre que vous avez partagé beaucoup d'histoires et votre expérience avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Merci de vos interrogations. Merci beaucoup. Cher Xialing, Xialing. Donc c'est ça. Et l'autre, c'est l'édition la plus récente de Contre la pensée unique. 我要送给他送一个礼物，对话是重要的我们的生活发展的因素。